Alors comment allez-vous? Tout roule, parce que le feuilleton politico-militaire algérien vient tout juste de livrer son dernier rebondissement, en date ce 8 janvier 2026, a marqué la chute du rideau, la fin d'un suspense haletant qui nous tenait en haleine depuis le 26 décembre. Presque 2 semaines entières à guetter la moindre apparition de Saha, vous savez, l'omnipotent chef de l'armée ministre, délégué à la défense, maître silencieux de l'appareil sécuritaire. Et devinez quoi, zéro apparition. Silence radio. De quoi donner libre cours à toutes les théories les plus folles, désaccords profonds. Crise au sommet. Coup de froid entre le général et le président Abd Majid. Tout, en tout cas, les langues se sont bien déliées et les rumeurs ont carburé à plein régime. Et bam, ce 8 janvier 2026, Abdid frappe fort. Il convoque, à la grande surprise de certains, une séance du très solennel Haut Conseil de sécurité nationale. Et pas une petite réunion Zoom entre deux cafés, non, une vraie messe sécuritaire grandeur nature. Dans la salle du lourd. À sa droite, Cheng Fidel général à l'échine d'acier. À sa gauche, un aréopage de figures clés, le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, celui de la Justice. Mais ce n'est pas tout. Sont également venus le général Hassan de la DGSI, le général SER de la DDSU. Oui, on adore les acronymes ici. Le grand Manitou de la gendarmerie, l'inévitable, Ali Badaï, patron de la police, et même le chef de la sécurité militaire. Autrement dit, tout l'état profond était dans la pièce. Personne n'a séché. Mais alors, à l'ordre du jour, tenez-vous bien un petit point bilan de 2025 et une grande projection vers 2026, en gros sécurité intérieure frontière sous surveillance, défense nationale en mode futur, rien de plus. D'après le communiqué officiel, c'est même presque enfantin. Un agenda qui semble presque trop banal pour un rassemblement aussi spectaculaire. Soyons sérieux 2 minutes. Ce grand raout du Haut Conseil de sécurité nationale soi-disant convoqué pour faire le bilan de l'année écoulée, franchement, ça ne tient pas la route. Si Abdid voulait vraiment passer en revue 2025, il suffisait de recevoir discrètement un par un les chefs des services concernés dans le confort feutré du palais présidentiel, un petit tour de table privé, quelques dossiers sur la table, un café, et c'était plié. Mais attention, on ne réunit pas le Haut Conseil pour n'importe quelle broutille, ce n'est pas un comité de quartier. Cette institution-là, elle obéit à un protocole rigide encadré au millimètre. On parle ici d'un organe qui ne se rassemble que quand la situation devient sérieuse, menace réelles à la sécurité nationale, crise diplomatique chaude, avec un pays voisin ou tension géopolitique explosive. Bref, on appuie sur ce bouton rouge uniquement quand l'alerte est maximale. C'est pas pour discuter de fin d'année et de bonnes résolutions. Alors pour ceux qui auraient zappé l'épisode juridique, le cadre légal qui définit le rôle du Haut Conseil de sécurité, plus connu sous son petit nom de Conseil de sécurité nationale, a été noir sur blanc publié dans le journal officiel début janvier 2022. Et il est très clair sur un point, ce n'est pas un organe qu'on convoque pour papoter météo ou dresser des bilans de fin d'année. Non. Le président de la République ne peut le réunir que dans des contextes bien précis. Il peut s'agir d'une session ordinaire quand une menace pèse sur la sécurité nationale ou lorsqu'il faut prendre position sur des sujets sensibles touchant aux intérêts du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. On parle aussi et surtout de l'implication de l'armée dans des opérations de maintien de l'ordre. Bref, on est loin du brunch du dimanche, et ce n'est pas tout. Toujours d'après ce fameux décret, oui, je l'ai relu pour vous, ce conseil peut également être... Alors comment allez-vous? Tout roule, parce que le feuilleton politico-militaire algérien vient tout juste de livrer son dernier rebondissement, en date ce 8 janvier 2026, a marqué la chute du rideau, la fin d'un suspense haletant qui nous tenait en haleine depuis le 26 décembre. Presque 2 semaines entières à guetter la moindre apparition de Saha, vous savez, l'omnipotent chef de l'armée ministre, délégué à la défense, maître silencieux de l'appareil sécuritaire. Et devinez quoi, zéro apparition. Silence radio. De quoi donner libre cours à toutes les théories les plus folles, désaccords profonds. Crise au sommet. Coup de froid entre le général et le président Abd Majid. Tout, en tout cas, les langues se sont bien déliées et les rumeurs ont carburé à plein régime. Et bam, ce 8 janvier 2026, Abdid frappe fort.
Il convoque, à la grande surprise de certains, une séance du très solennel Haut Conseil de sécurité nationale. Et pas une petite réunion Zoom entre deux cafés, non, une vraie messe sécuritaire grandeur nature, dans la salle du lourd. À sa droite, Cheng fidèle général à l'échine d'acier. À sa gauche, un aréopage de figures clés, le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, celui de la Justice. Mais ce n'est pas tout. Sont également venus le général Hassan de la DGSI, le général SER de la DDSU. Oui, on adore les acronymes ici. Le grand Manitou de la gendarmerie, l'inévitable, Ali Badaï, patron de la police, et même le chef de la sécurité militaire. Autrement dit, tout l'état profond était dans la pièce. Personne n'a séché. Mais alors, à l'ordre du jour, tenez-vous bien un petit point bilan de 2025 et une grande projection vers 2026, en gros sécurité intérieure frontière sous surveillance, défense nationale en mode futur, rien de plus. D'après le communiqué officiel, c'est même presque enfantin. Un agenda qui semble presque trop banal pour un rassemblement aussi spectaculaire. Soyons sérieux 2 minutes. Ce grand raout du Haut Conseil de sécurité nationale soi-disant convoqué pour faire le bilan de l'année écoulée, franchement, ça ne tient pas la route. Si Abdid voulait vraiment passer en revue 2025, il suffisait de recevoir discrètement un par un les chefs des services concernés dans le confort feutré du palais présidentiel, un petit tour de table privé, quelques dossiers sur la table, un café, et c'était plié. Mais attention, on ne réunit pas le Haut Conseil pour n'importe quelle broutille, ce n'est pas un comité de quartier. Cette institution-là, elle obéit à un protocole rigide encadré au millimètre. On parle ici d'un organe qui ne se rassemble que quand la situation devient sérieuse, menace réelles à la sécurité nationale, crise diplomatique chaude, avec un pays voisin ou tension géopolitique explosive. Bref, on appuie sur ce bouton rouge uniquement quand l'alerte est maximale. C'est pas pour discuter de fin d'année et de bonnes résolutions. Alors pour ceux qui auraient zappé l'épisode juridique, le cadre légal qui définit le rôle du Haut Conseil de sécurité, plus connu sous son petit nom de Conseil de sécurité nationale, a été noir sur blanc publié dans le journal officiel début janvier 2022. Et il est très clair sur un point, ce n'est pas un organe qu'on convoque pour papoter météo ou dresser des bilans de fin d'année. Non. Le président de la République ne peut le réunir que dans des contextes bien précis. Il peut s'agir d'une session ordinaire quand une menace pèse sur la sécurité nationale ou lorsqu'il faut prendre position sur des sujets sensibles touchant aux intérêts du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. On parle aussi et surtout de l'implication de l'armée dans des opérations de maintien de l'ordre. Bref, on est loin du brunch du dimanche, et ce n'est pas tout. Toujours d'après ce fameux décret, oui, je l'ai relu pour vous, ce conseil peut également être réuni, hors des situations d'exception, pour traiter des grands enjeux de défense nationale ou encore pour donner son avis lors de consultations référendaires sur des questions dites fondamentales. Le texte prévoit aussi sa réunion face à des événements majeurs, catastrophes naturelles, pandémies, cyberattaques ou encore toute tentative de sabotage contre les infrastructures critiques du pays. En résumé, c'est le conseil qu'on active en cas de tempête, pas pour une accalmie administrative. On continue. Parce que oui, dans les fameuses sessions ordinaires du Conseil, on ne se contente pas de boire un thé en évoquant l'avenir du pays. On y décortique aussi les menaces susceptibles de perturber la tranquillité nationale, de mettre en péril les grands événements officiels ou encore de semer le désordre là où tout devrait rouler. Et puis comme si ça ne suffisait pas, le décret prévoit même d'élargir les débats à n'importe quel sujet, jugé sensible pour l'État ou pesant sur la sécurité collective. Bref, dès qu'un caillou se glisse dans la chaussure de la République, hop, réunion. Mais attention, il y a 2 gammes. Le Conseil tient majoritairement des sessions dites ordinaires, en gros les réunions de routine sérieuses. Et puis il y a la version exceptionnelle réservée aux cas extrêmes, mise en place ou levée d'un état d'exception, comme précisé noir sur blanc dans les articles 97 à 100 de la Constitution. On ne rigole plus là. Du coup, vous voyez le problème, les réunions bilan, ce n'est inscrit nulle part. Ce type de compte-rendu annuel, ce n'est pas dans l'ADN du Haut Conseil de sécurité. Si vraiment Abdid voulait des rapports chiffrés ou des tableaux Excel bien rangés,
Il n'avait qu'à demander aux différents services concernés de lui envoyer tout ça. Chacun aurait pu faire son devoir tranquillement et le tour était joué. Pas besoin de rameuter tout l'appareil sécuritaire comme si le pays était en état d'alerte. Franchement, convoquer tout ce beau monde pour une réunion, c'est presque du jamais vu dans ce genre de contexte. Et soyons honnêtes, l'argument avancé pour la justifier. Alors comment allez-vous? Tout roule, parce que le feuilleton politico-militaire algérien vient tout juste de livrer son dernier rebondissement. En date ce 8 janvier 2026, a marqué la chute du rideau, la fin d'un suspense haletant qui nous tenait en haleine depuis le 26 décembre. Presque 2 semaines entières à guetter la moindre apparition de Saha, vous savez, l'omnipotent chef de l'armée ministre, délégué à la défense, maître silencieux de l'appareil sécuritaire. Et devinez quoi, 0 apparition. Silence radio. De quoi donner libre cours à toutes les théories les plus folles, désaccords profonds. Crise au sommet. Coup de froid entre le général et le président Abd Majid. Tout, en tout cas, les langues se sont bien déliées et les rumeurs ont carburé à plein régime. Et bam, ce 8 janvier 2026, Abdid frappe fort. Il convoque, à la grande surprise de certains, une séance du très solennel Haut Conseil de sécurité nationale. Et pas une petite réunion Zoom entre 2 cafés, non, une vraie messe sécuritaire grandeur nature. Dans la salle du lourd. À sa droite, Cheng Fidel, général à l'échine d'acier. À sa gauche, un aréopage de figures clés, le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, celui de la Justice. Mais ce n'est pas tout. Sont également venus le général Hassan de la DGSI, le général SER de la DDSU. Oui, on adore les acronymes ici. Le grand Manitou de la gendarmerie, l'inévitable, Ali Badaï, patron de la police, et même le chef de la sécurité militaire. Autrement dit, tout l'état profond était dans la pièce. Personne n'a séché. Mais alors, à l'ordre du jour, tenez-vous bien un petit point bilan de 2025 et une grande projection vers 2026, en gros sécurité intérieure frontière sous surveillance, défense nationale en mode futur, rien de plus. D'après le communiqué officiel, c'est même presque enfantin. Un agenda qui semble presque trop banal pour un rassemblement aussi spectaculaire. Soyons sérieux 2 minutes. Ce grand raout du Haut Conseil de sécurité nationale soi-disant convoqué pour faire le bilan de l'année écoulée, franchement, ça ne tient pas la route. Si Abdid voulait vraiment passer en revue 2025, il suffisait de recevoir discrètement un par un les chefs des services concernés dans le confort feutré du palais présidentiel, un petit tour de table privé, quelques dossiers sur la table, un café, et c'était plié. Mais attention, on ne réunit pas le Haut Conseil pour n'importe quelle broutille, ce n'est pas un comité de quartier. Cette institution-là, elle obéit à un protocole rigide encadré au millimètre. On parle ici d'un organe qui ne se rassemble que quand la situation devient sérieuse, menace réelles à la sécurité nationale, crise diplomatique chaude, avec un pays voisin ou tension géopolitique explosive. Bref, on appuie sur ce bouton rouge uniquement quand l'alerte est maximale. C'est pas pour discuter de fin d'année et de bonnes résolutions. Alors pour ceux qui auraient zappé l'épisode juridique, le cadre légal qui définit le rôle du Haut Conseil de sécurité, plus connu sous son petit nom de Conseil de sécurité nationale, a été noir sur blanc publié dans le journal officiel début janvier 2022. Et il est très clair sur un point, ce n'est pas un organe qu'on convoque pour papoter météo ou dresser des bilans de fin d'année. Non. Le président de la République ne peut le réunir que dans des contextes bien précis. Il peut s'agir d'une session ordinaire quand une menace pèse sur la sécurité nationale ou lorsqu'il faut prendre position sur des sujets sensibles touchant aux intérêts du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. On parle aussi et surtout de l'implication de l'armée dans des opérations de maintien de l'ordre. Bref, on est loin du brunch du dimanche, et ce n'est pas tout. Toujours d'après ce fameux décret, oui, je l'ai relu pour vous, ce conseil peut également être réuni, hors des situations d'exception, pour traiter des grands enjeux de défense nationale, ou encore pour donner son avis lors de consultations référendaires sur des questions dites fondamentales. Le texte prévoit aussi sa réunion face à des événements majeurs, catastrophes naturelles, pandémies, cyberattaques, ou encore toute tentative de sabotage contre les infrastructures critiques du pays. En résumé, c'est le conseil qu'on active en cas de tempête, pas pour une accalmie administrative. On continue.
Parce que oui, dans les fameuses sessions ordinaires du Conseil, on ne se contente pas de boire un thé en évoquant l'avenir du pays. On y décortique aussi les menaces susceptibles de perturber la tranquillité nationale, de mettre en péril les grands événements officiels, ou encore de semer le désordre là où tout devrait rouler. Et puis comme si ça ne suffisait pas, le décret prévoit même d'élargir les débats à n'importe quel sujet, jugé sensible pour l'État ou pesant sur la sécurité collective. Bref, dès qu'un caillou se glisse dans la chaussure de la République, hop, réunion. Mais attention, il y a deux gammes. Le Conseil tient majoritairement des sessions dites ordinaires, en gros les réunions de routine sérieuses. Et puis il y a la version exceptionnelle réservée aux cas extrêmes, mise en place ou levée d'un état d'exception, comme précisé noir sur blanc dans les articles 97 à 100 de la Constitution. On ne rigole plus là. Du coup, vous voyez le problème, les réunions bilan, ce n'est inscrit nulle part. Ce type de compte-rendu annuel, ce n'est pas dans l'ADN du Haut Conseil de sécurité. Si vraiment Abdid voulait des rapports chiffrés ou des tableaux Excel bien rangés, il n'avait qu'à demander aux différents services concernés de lui envoyer tout ça. Chacun aurait pu faire son devoir tranquillement et le tour était joué. Pas besoin de rameuter tout l'appareil sécuritaire comme si le pays était en état d'alerte. Franchement, convoquer tout ce beau monde pour une réunion, c'est presque du jamais vu dans ce genre de contexte. Et soyons honnêtes, l'argument avancé pour la justifier, il a autant de solidité qu'un château de cartes en plein courant d'air. C'est bancal, très bancal. Surtout quand on sait qu'en Algérie, le Haut Conseil de sécurité dispose déjà d'un secrétariat hyper organisé. Ce n'est pas un bureau fictif, hein. C'est une véritable petite machine administrative dont la mission est clair, collecter, filtrer, synthétiser toutes les infos, sensible, compiler les rapports, préparer les dossiers pour le président, planifier les réunions, rédiger les décisions, les faire circuler et même en surveiller l'application. Bref, le boulot est déjà fait dans l'ombre. Et ce n'est pas comme si ce secrétariat s'adressait à des inconnus. Non, non. Il gère la communication avec un cercle ultra restreint composé du sommet du sommet. On y retrouve le président de la République, bien sûr, les ministres clés comme ceux de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, le chef suprême de l'Armée nationale populaire, les boss de la gendarmerie et de la Sûreté nationale, les deux têtes pensantes du renseignement civil, le stratège du renseignement militaire et, surprise du chef, le directeur de cabinet du président. Lui, c'est un peu l'invité bonus, mais on y reviendra. Alors là, tenez-vous bien si le directeur de cabinet du président se retrouve assis à la même table que les chefs de la sécurité nationale, ce n'est pas un accident du calendrier. Non, non. Ce petit tour de passe-passe, c'est Abdou qui l'a voulu. Et pas pour ses compétences en sécurité, soyons clairs, on parle d'un homme dont la fiche de poste n'inclut ni la défense, ni le renseignement, ni même la moindre cellule de crise. Il n'a aucune légitimité technique dans ce genre de dossier, et encore moins un rôle à jouer dans la stratégie sécuritaire du pays. Mais voilà, Bohème, c'est son nom a été catapulté là par pure volonté présidentielle. Une manière bien sentie de rappeler qui tient la barre et qui distribue les chaises autour de la table du pouvoir. Et cette réunion du 8 janvier, ne vous laissez pas avoir par le décor solennel et les mines sérieuses. Ce n'était pas un sommet de travail? Non. C'était un théâtre politique savamment orchestré. Un coup de com' pur jus signé Tebboune, destiné à envoyer un message bien clair à l'opinion « Regardez, tout va bien entre moi et Cheng ». Mais qu'on se le dise, pas de vrai bilan, aucune projection sur 2026. L'objectif: calmer les spéculations, faire taire les rumeurs et réaffirmer le contrôle du chef. Un show de pouvoir, ni plus ni moins. Un bilan, vous dites? Mais de quoi sérieusement? Tout est déjà cadré. Le secrétariat existe justement pour ça, compiler les infos, organiser les remontées des services, centraliser les données sensibles. Abdid, s'il avait vraiment voulu faire le point, il n'avait qu'à passer quelques coups de fil, enchaîner les rendez-vous discrets à la présidence, et hop, c'était réglé. Pas besoin de sortir la grosse artillerie. Ce qu'on a vu, ce n'est pas une réunion d'évaluation. C'était du pur théâtre institutionnel, une mise en scène soigneusement calibrée pour faire passer un seul message. Regardez comme tout le système est uni autour de moi. Une démonstration de force millimétrée. Et comme par enchantement qui revient pile au bon moment, Cheng. Le voilà qui réapparaît sur le devant de la scène après une mystérieuse parenthèse de silence total
qui a fait exploser les théories les plus folles. Depuis 2-3 jours, les réseaux sociaux bruissaient de rumeurs Boalin, directeur de Kaboun, serait sous enquête, peut-être même interdit de quitter le pays. Et pourtant, il était bien là aujourd'hui comme si de rien n'était. Coïncidence ou opération déminage? À vous de juger. Et ce n'est pas tout. Autre sujet chaud, la rumeur d'une fracture brutale entre Tebboune et Cheng. Motif? La fameuse réforme constitutionnelle que Teb veut imposer en douce dans l'ombre. Le but du jeu? Prolonger son bail au pouvoir au-delà de 2029 et viser 2031, une manœuvre qu'on avait déjà évoquée dans une précédente émission. Et selon certaines fuites, Cheng verrait cette idée d'un très mauvais œil. Une bataille institutionnelle se joue-t-elle en coulisses? Peut-être bien. Depuis plusieurs jours, ça bruissait de partout, les rumeurs enflaient comme une montgolfière en pleine ascension. On murmurait une guerre froide entre Teb Cheng et Réa. Une tension sourde, des regards qui fâchent, des silences qui en disent long. Et cette réunion, grand spectacle, c'est la réponse du pouvoir. Un message en images. Regardez, on est tous là, tout roule. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'on voit Cheng et Teb dans la même pièce immortalisée par les caméras de l'APS que tout est forcément au beau fixe. Les sceptiques, eux, ne se laissent pas facilement berner par des photos bien cadrées et des poignées de main de façade. Et puisqu'on parle de fantasmes politiques, mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes les rumeurs selon lesquelles Balan, accompagné de 4 conseillers proches de TB, aurait été mis sur la touche, voire placé sous enquête, sont tout simplement fausses, totalement infondées. Fake news, comme dirait un certain, un bon vieux coup de désinformation qui sème le doute, mais qui, sur le fond, ne repose sur rien. On va remettre les pendules à l'heure. Oui, Chengela tient d'une main ferme à la fois la justice militaire et le renseignement de l'armée. Sur ça, aucun doute, mais croire qu'il peut, d'un claquement de doigts, mettre la main sur les conseillers d'Abdidoun, faut pas rêver. Ces hommes-là, c'est pas n'importe qui. Ils ont le statut, les fonctions, les immunités, et cerise sur le gâteau, un décret béton de 2023 les protège comme des forteresses ambulantes. Passeport diplomatique en poche, prérogative XXL. En gros, ils sont juridiquement blindés. Les envoyer devant le CSTN, mission impossible. Alors les rumeurs qui prétendent le contraire, du vent. Du pur fantasme. Et pendant qu'on y est, autre rumeur à démystifier, est-ce que Saïdj aurait boycotté le régime, claqué la porte, fait la tête? Eh bien non. Rien de tout ça. Ce qu'on a pu vérifier, c'est qu'il était simplement à plat. Fatigue, petits soucis de santé, mais rien de dramatique. Juste besoin de souffler un peu. Il a pris 5 jours pour lui et direction sa terre natale Alantara quelque part, entre Buskela et Betna. Un petit break bien mérité dans un coin tranquille. On est loin du scénario de la rébellion silencieuse. Donc pendant que les réseaux sociaux s'enflammaient, que les spéculations tournaient en boucle et que certains imaginaient, déjà ça a exfiltré à l'étranger ou en mission secrète, lui tranquille posait ses valises dans sa ferme familiale. Oui, vous avez bien entendu, il aurait passé le réveillon au calme, dans sa propre propriété nichée quelque part du côté de Kantara. Kantara, mes amis, ce n'est pas juste un point sur une carte. C'est une perle du paysage algérien. Une région qui respire la beauté brute, l'élégance naturelle, anciennement appelée Gentra. Elle se situe pile entre deux mondes à 52 km au nord de Biskra et à 62 km au sud-ouest. C'est là que se dressent les mythiques balcons de Roufi, ces formations naturelles à couper le souffle, qui surplombent un paysage où le nord verdoyant vient embrasser le Sahara aride. Une frontière géographique, mais surtout un poème visuel. C'est le moment où les collines font leurs adieux, où les oasis prennent le relais et où le désert commence à se faufiler. Le sable tente de grignoter la verdure et la végétation du nord résiste, formant un décor d'une harmonie presque irréelle. Un combat silencieux entre deux mondes qui se mêlent sans jamais se heurter. J'ai eu la chance d'y mettre les pieds et croyez-moi, c'est un bout d'Algérie qui vous reste en tête. Et donc oui, c'est la base à El Kantara que ça aurait passé ses fêtes. Non, il n'était pas à Genève, à Dubaï ou en cavale comme certains l'insinuaient. Juste à la maison avec les siens. Loin du bruit mais au cœur du pays. Alors malade ou pas malade? Eh bien oui, il était clairement à bout, épuisé, vidé. Mais de là à dire qu'il a volontairement snobé Abd Majid Tebboune,
Absolument rien ne va dans ce sens. Aucune preuve solide, aucun indice crédible, aucune fuite sérieuse. Rien. Nada. C'est une théorie qui repose sur du vent. Et puisqu'on parle de rumeurs, mettons les pieds dans le plat, certains groupes bien organisés, bien structurés, passent leur temps à jouer aux illusionnistes. Leur but ? Détourner l'attention du peuple algérien, le pousser à croire que tous les maux du pays pourraient se résoudre par un clash spectaculaire au sommet. Un bon vieux divorce politique qui mettrait le feu aux poudres. Et pendant que tout le monde regarde en haut, eux agissent dans l'ombre. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tebbe et Cheng, c'est un tandem, un binôme avec ses règles, ses codes, ses accords, parfois tacites, parfois écrits. Attention, qu'il y ait alliance ne veut pas dire qu'ils pensent pareil sur tout. Même dans un couple marié, on ne dort pas toujours d'accord. Il y a des désaccords, des divergences parfois, des silences pesants, mais à la fin, ils avancent ensemble. C'est ça une alliance de pouvoir. Bien sûr qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Des nuances, des désaccords, des points de vue qui s'entrechoquent. Il y en a. Normal, ce sont deux têtes du système, pas des clones. Parfois, l'un voit les choses en bleu, l'autre en gris. Mais attention, ces différences, c'est du détail du cosmétique. Parce qu'en réalité, ce qui les lie est bien plus puissant que ce qui les oppose. Tebbe et Cheng, c'est du solide. Du béton armé politique, une alliance bien ficelée, soudée par des années de gouvernance partagée et de deals silencieux. Et pour ceux qui cherchent encore la faille dans leur relation, on a mené l'enquête. Plusieurs jours à recouper, vérifier, fouiller entre les lignes. Verdict, rien. Aucun grain de sable dans l'engrenage. À l'heure qu'il est, les deux bonhommes roulent dans le même sens. Pourquoi ? Parce que Tebbe n'a jamais joué au président solitaire. Sur toutes les questions de souveraineté, sécurité, défense, armée, il a toujours fait un truc consulter Cheng. Oui, toujours. Et ça change tout. Il ne fait rien d'important sans d'abord regarder du côté du général. On appelle ça le respect du pacte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce duo au sommet, chacun reste dans son couloir. Abid n'a jamais mis un pied sur le terrain militaire de Cheng. Il ne l'a ni défié, ni freiné, ni même effleuré de loin dans sa gestion de l'armée. L'institution militaire intouchable, c'est le territoire réservé de Cheng el-Ha. Et Abid, il respecte scrupuleusement les frontières, pas une interférence, pas une ombre portée, un silence politique qui vaut toutes les preuves de confiance. Et justement dans cette armée, c'est Cheng qui règne seul maître à bord. Quand la Grande Purge a déferlé, elle ne s'est pas arrêtée à 2 ou 3 officiers. Non, c'est presque 300 hauts gradés qui ont été dégagés, coffrés, lourdement condamnés. Une opération chirurgicale brutale, massive, menée d'une main de fer par le général. Et dans tout ce processus, jamais, je dis bien jamais, Abid n'a levé un sourcil. Aucune intervention, aucune objection. Silence total. C'est dire à quel point ils étaient sur la même longueur d'onde. En vérité, ceux qui s'imaginent un tandem divisé se trompent de film. Ces deux-là, c'est pile et face d'une même pièce. Deux silhouettes différentes mais moulées dans la même matière, autoritarisme pur. Pas de place pour les illusions démocratiques. Ils n'ont jamais voulu du Irak. Leur obsession, le faire taire, l'enterrer, s'assurer qu'il ne puisse jamais ressurgir. Ils n'éteignent pas les feux, ils étouffent les braises avant qu'elles ne prennent. Ce ne sont pas des amateurs de débat public, ces deux-là. La liberté d'expression. Pour eux, c'est un concept à ranger dans les livres d'histoire ou à surveiller de très près. Qu'il s'agisse de liberté collective ou individuelle, leur obsession est la même, tout contrôler, tout verrouiller. Leur credo, c'est l'autorité sans partage. Ils ne dirigent pas, ils imposent. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point leur vision du monde est calquée l'une sur l'autre. Même logiciel, même priorité, même obsession du contrôle. Comme si l'histoire avait décidé de les réunir pour jouer un numéro de duettiste autoritaire. D'ailleurs, vous connaissez le dicton qui se ressemble, s'assemble. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on a sous les yeux avec ces deux-là. Et à ceux qui veulent nous faire gober que Cheng el-Ha serait prêt à tourner le dos à Tebboune. Sérieusement, il ne l'a même pas fait lors du 2e mandat. Bien au contraire. Le général était l'un de ses piliers, l'un de ses plus fidèles soutiens. C'est Cheng qui s'est battu pour qu'Abid garde son fauteuil. Son nom figure en haut de la liste des défenseurs acharnés du 2e round. Et après cette reconduction,
Ce n'est pas un simple merci qu'il a reçu. Non. Abdi Tebboune l'a récompensé comme il se doit. Il l'a hissé au rang de ministre délégué, une promotion qui n'a rien de symbolique. Et mieux encore, toutes les réorganisations militaires post-mandat, tous les départs stratégiques, toutes les nominations proposées par Saha ont été validées sans sourciller, y compris des changements aussi lourds que l'éviction du général-major Atemnia, du commandement des forces terrestres ou la mise à la retraite du patron de la garde républicaine, le général Ben Ali Ben Ali. Un chèque en blanc politique en somme. Dans ce tandem de fer, chacun a su poser ses limites et les respecter à la lettre. Il y a eu des concessions, oh que oui. Et pas dans un seul sens, Tebboune en a fait Shengriha aussi. C'est du donnant-donnant, un vrai pacte de non-agression institutionnelle. L'économie. C'est le jardin privé de Thèbes. Cheng, il n'y met même pas un orteil. Et à l'inverse, les fameuses 18 mètres, cet espace sacré du militaire en Algérie qu'on surnomme le précaré, c'est le territoire exclusif de Saïd. Et là, Tebboune n'ose même pas souffler dessus. Chacun son territoire, chacun sa sphère. Une séparation des pouvoirs version algérienne, mais sans démocratie. Quand il s'agit de finances, d'économie ou de diplomatie, le président est en terrain libre. Il agit seul, sans surveillance du général. Mais attention, ça ne veut pas dire que les deux ne se parlent pas. Ils échangent, ils négocient, et parfois ça frotte. Ce ne sont pas des robots programmés à penser pareil. Il y a bien eu des frictions sur le choix de certains premiers ministres sur l'attitude que l'Algérie devait adopter dans tel ou tel dossier sensible à l'international, sur la manière de gérer certains cas politiques sous l'angle sécuritaire sur la refonte de structures militaires stratégiques. Les désaccords existent. Ils ne sont pas la norme, mais ils ne sont pas rares non plus. Bref, rien d'exceptionnel, juste la routine dans un binôme de pouvoir où chacun sait quand il peut hausser le ton et quand il vaut